Moins 90%. C'est ce qu'a perdu le Hang Seng, l'indice phare de Hong Kong et de la Chine. Par rapport à l'or, depuis l'an 2000, selon une étude du CME Group publiée en 2024. 90% de pertes relatives. En 2011, j'ai fait exactement cette erreur. À l'époque, je lisais les actualités financières chaque matin et chaque matin, un nouvel analyste expliquait que l'or était en bulle et qu'il fallait pivoter vers l'Asie. Le bruit masquait le signal, déjà à l'époque. J'ai vendu la moitié de mon or à ce moment-là pour acheter des actions chinoises. Et j'ai perdu beaucoup d'argent. Et j'étais loin d'être le seul. On se retrouve tous à un moment donné face à un analyste qui nous explique que l'or est cher, qu'il faudrait pivoter vers l'Asie. Goldman Sachs prédit plus 20% pour les actions chinoises en 2026. Ils avaient prédit la même chose en 2021, 2022, 2023, etc. La vraie question, pourquoi cette rotation or vers Asie est-elle un piège qui se répète depuis 25 ans? Et comment éviter de tomber dedans? Je m'appelle Alain Poncelas, j'investis mon propre argent sur les marchés depuis 30 ans, assez longtemps pour avoir survécu à 5 crashs majeurs et commis les erreurs qu'on va voir ensemble. Et si vous voulez aller plus loin sur la structuration de votre portefeuille, j'ai créé un bootcamp, une formation gratuite. 7 jours, un email par jour, 5 minutes de lecture maximum. C'est gratuit, le lien est en description. Je vais tout de suite vous montrer les données que la plupart des analystes choisissent d'oublier. Et je vous donnerai un outil simple, le test vrai, pour évaluer n'importe quel test d'investissement avant de modifier la répartition de votre portefeuille. Ce test, je l'ai formalisé dans le temps après mon erreur de 2011 pour ne plus jamais arbitrer sur une intuition. Mais d'abord, regardons l'historique, le track record réel de cette confrontation Chine-Or, parce que les chiffres sont sans appel. Comme d'habitude, on va partir des faits, pas d'opinions subjectives. Et on va partir de faits facilement vérifiables. Le Hang Seng a perdu 90% de sa valeur relative face à l'or depuis 2000. La source, c'est le CME Group, une étude sur la performance de l'or face aux actions américaines et asiatiques sur un siècle. Et contrairement au S&P 500 qui a rebondi entre 2011 et 2021, les actions chinoises n'ont jamais récupéré leurs pertes face à l'or. Jamais. Et la Chine continentale? Le CSI 300, l'indice des 300 grandes capitalisations chinoises cotées à Shanghai et Shenzhen, a rapporté 1,7% en moyenne. Et dans le même temps, le PIB chinois croissait de 5,9% par an. Une étude de Complementa en 2024 appelle ça la déconnexion. La traduction en bon français, la croissance économique ne se traduit pas en rendement boursier. Et si on regarde du côté de l'Inde, le Nifty 50 fait un peu mieux. Mais selon Money Control, l'or a quand même surperformé d'environ 1% par an depuis 2000. Alors c'est pas spectaculaire, mais c'est symbolique. Même le marché émergent le plus dynamique n'a pas battu le métal jaune. En 2011, donc, j'ai fait exactement cette erreur. L'or venait de corriger de 1900 à 1400 dollars. Les analystes criaient à la bulle. Chaque matin, je lisais un nouvel article alarmiste. 95% de ce bruit n'avait aucun impact sur les fondamentaux, mais je ne le savais pas encore. J'ai réduit ma position hors de moitié pour entrer sur le CSI 300. La croissance chinoise, c'est l'avenir. C'est ce que je me disais à l'époque. Résultat, mon or a fait plus 400% depuis. Et mes actions chinoises, flat, quasiment au même niveau qu'en 2011. Avant d'aller plus loin, une précision importante. Je ne suis pas en train de dire que les actions asiatiques sont mauvaises, ni que l'or est parfait. Ce que les données montrent, c'est que l'arbitrage vente de l'or pour acheter l'Asie a été un piège pour chaque cycle depuis l'an 2000. Et maintenant, je vous propose de regarder pourquoi la thèse selon laquelle l'or serait cher et les émergents pas chers est relativement trompeuse. Premier point, l'Inde. L'Inde est souvent présentée comme l'alternative évidente à la Chine. Croissance démographique, classe moyenne en expansion, moins de risques politiques. Alors, tout ça est relativement vrai. Mais regardons les chiffres. La capitalisation boursière indienne représente 140% du PIB. Selon un rapport d'ODR India publié en octobre 2025, au-dessus de 100%, on entre en zone de risque. Et voici le plus inquiétant. Les investisseurs étrangers, ce qu'on appelle les FII, les Foreign Institutional Investors, ont retiré l'équivalent de 13 milliards d'euros en 2025. La smart money quitte l'Inde. Et qui maintient les cours? Les institutions domestiques indiennes, les DII, essentiellement des flux automatiques de petits épargnants indiens. Quand ces flux ralentiront, la correction sera brutale. Et quand on évoque le sujet avec nos clients, la réaction est toujours la même. Ils se focalisent sur le PIB, le GDP, et je leur montre le graphique qui s'affiche. Le PIB monte, la bourse, pas toujours.
Deuxième point, la Chine. La crise immobilière n'est pas résolue. Selon BNP Paribas Asset Management, 30% des revenus des gouvernements locaux dépendent de l'immobilier. La Banque mondiale note une accumulation rapide de dettes locales avec des déficits chroniques. Les tarifs douaniers de Trump, l'incertitude se prolonge en 2026 et le gouvernement chinois lui-même parle de politique anti-involution, un aveu de surcapacité industrielle selon CoinShares. Donc, quand Goldman Sachs prédit plus 20% pour les actions chinoises, on peut se rappeler qu'ils ont prédit la même chose chaque année depuis 2021. Pour 2026, Goldman Sachs réitère une prévision de plus 20% pour le MSCI China et justifie cette prévision par une croissance attendue des bénéfices de 14% grâce à l'IA et à l'expansion mondiale des entreprises chinoises. On voit bien qu'on a affaire à systématiquement la même prédiction, avec jusqu'ici le même résultat décevant. Donc, personnellement, j'ai acheté des actions chinoises en 2022. J'en ai racheté. J'ai même eu du Baba, Alibaba, à 70 $. Et bien, j'ai quand même dû attendre 3 ans pour commencer à revoir des cours intéressants. Et entre-temps, Jack Ma a été enlevé, rééduqué, et l'immobilier chinois s'est effondré. Sans parler des doutes légitimes sur la manipulation de la monnaie chinoise, le yuan. Donc je reste optimiste à moyen ou long terme sur la Chine, mais avec beaucoup de précautions pour les investisseurs qui ne sont pas asiatiques. Le risque politique est réel. On se souvient de ce qui s'est passé avec les actions russes. Bref, quand on tombe sur une théorie financière, qu'il s'agisse d'une vidéo virale, d'un article alarmiste ou du conseil d'un soi-disant expert, on peut la passer au test vrai. Ce sont 4 lettres, 4 questions. Appliquons-les ensemble à la thèse, l'or est cher, pivoter sur les émergents. V comme vérifiable. La question, la source primaire est-elle accessible? Si quelqu'un affirme que l'or est surévalué, on va vérifier soi-même. 2 clics maximum devraient suffire à arriver à l'information. La thèse dit l'or est trop cher par rapport aux actions asiatiques. Eh bien, les données du CME Group disent, sur 25 ans, l'or a surperformé le Hang Seng de 90%. La source primaire contredit directement la thèse, c'est un premier signal d'alarme. Vrai avec un R comme réaliste. La question, la chronologie tient-elle debout? La thèse affirme que les émergents vont rattraper leur retard, mais quand on consulte les données, on découvre que cette promesse existe depuis l'an 2000. 25 ans qu'on attend. Le CSI 300 a fait 1,7% par an pendant que le PIB chinois faisait 5,9%. La déconnexion est structurelle, pas conjoncturelle. C'est un deuxième signal d'alarme. Vrai avec un A comme alternative. La question c'est, existe-t-il une explication plus simple? D'un côté, la thèse nous propose les émergents sont sous-valorisés, le rebond est imminent. De l'autre, on a une explication alternative. L'or a un acheteur structurel, les banques centrales, qui achètent entre 800 et 1000 tonnes d'or par an, si on en croit les études de l'Union bancaire privée. Soit 26% de la production mondiale. Les actions émergentes n'ont aucun acheteur captif. Les flux peuvent s'inverser du jour au lendemain. Alors, la théorie du rasoir d'Occam tranche. L'or surperforme parce qu'il a un plancher de demande. Pas besoin de théorie compliquée. Et c'est un troisième signal d'alarme. Vrai avec un i comme intelligible. La question, est-ce qu'on peut expliquer le mécanisme en 30 secondes à quelqu'un qui n'y connaît rien? Essayons d'expliquer pourquoi les actions chinoises vont battre l'or. On va parler de reprise économique, on va parler de stimulus, on va parler de valorisation attractive, mais on ne peut pas expliquer pourquoi ça n'a pas fonctionné depuis 25 ans. Maintenant, essayons d'expliquer pourquoi l'or tient. Les banques centrales en achètent 800 tonnes par an. En une phrase, c'est très clair. Donc, c'est un quatrième signal d'alarme. Bilan, la thèse pivotée vers l'Asie échoue aux 4 critères du test vrai. Et ce test marche pour n'importe quelle thèse. Quand on entend les obligations sont mortes ou le bitcoin va remplacer l'or, on le passe au test vrai. Et on verra que 80% des tests populaires échouent au premier critère. Mais si vous avez déjà fait cette rotation, le fait de vendre de l'or pour acheter des émergents, c'est normal, on y est tous passés, moi le premier en 2011. Le problème, ce n'est pas vous, c'est ce que les Américains appellent le FOMO, la peur de rater le train. Et chaque année, des analystes de grandes banques publient des prévisions optimistes sur les émergents. Et chaque année, on se dit, et si cette fois-ci c'était la bonne? Personne ne nous a appris à filtrer ces thèses. Mais maintenant que vous avez le test vrai, vous pouvez évaluer n'importe quelle recommandation en 2 minutes. Mais vous pouvez choisir de ne pas me croire sur parole, hein. Regardons ce qui s'est passé concrètement quand des investisseurs ont fait cette rotation. Alors, entre 2011 et 2015, l'or corrige de 1900 à 1050 $. Beaucoup d'investisseurs pivotent vers les émergents. L'or a fait son temps, place à la croissance asiatique, etc. Résultat, le CSI 300 fait plus 5%, puis il s'effondre de 45% en 2015. L'Inde fait mieux avec plus 40%, le seul succès relatif. Et l'or, il touche son point bas à 1050 $, puis il fait
400% jusqu'en 2026. Maintenant, regardons la période 2020-2021. L'or consolide autour de 1800 $. La thèse du moment, China Reopening. La réouverture post-Covid allait faire exploser, propulser au plafond les actions chinoises. Résultat, selon Interactive Brokers, le Hang Seng, depuis 2001, fait moins 25%. Le CSI 300, il est flat, voire négatif. L'or, plus 160%. La rotation or vers Asie a été un piège. 2 fois en 15 ans, les mêmes arguments, les mêmes résultats. Maintenant, un peu d'honnêteté intellectuelle. Je ne sais pas si l'or va continuer à monter. Il pourrait consolider, il pourrait corriger de 20%. Personne ne connaît le timing. Je ne sais pas si un nouveau gouvernement chinois pourrait changer la donne, ni si l'Inde va traverser sa bulle boursière sans dommage majeur. Ce que je sais, c'est que les données historiques montrent une asymétrie claire. L'or a un acheteur structurel, les banques centrales. Les actions émergentes n'en ont pas. Et cette différence explique 25 ans de surperformance. Alors, vous voulez connaître l'erreur que je vois le plus souvent? Quelqu'un qui vient me voir en me disant: j'ai vendu mon or pour prendre des actions chinoises à bas prix. Et quand on regarde ensemble ce que l'or a fait depuis son investissement, le silence est éloquent. On arbitre un actif d'assurance contre une promesse de croissance. Et la promesse, jusqu'ici, n'est pas tenue. Alors, ma position personnelle là-dessus, je me maintiens entre 10 et 15% d'or dans mon portefeuille, pas pour faire 400% demain, pour avoir une assurance qui fait ses preuves quand tout le reste vacille. Et au-delà de 15%, on bascule de l'assurance à la spéculation. Ce n'est plus le même exercice. J'investis mon propre argent sur cette base. Avec les clients de la solution 10x10, on a effectué un trade de 5 mois sur les métaux précieux qui nous a rapporté presque 30% de gains entre octobre et décembre 2025. Et je vous rappelle que je n'ai aucun lien d'affiliation avec qui que ce soit. La question n'est pas or ou émergent, la question est: avez-vous une répartition de vos investissements qui profite de plusieurs scénarios? Aujourd'hui, je vous ai donné les données et le test vrai. Et si vous voulez aller plus loin sur la structuration de votre portefeuille, j'ai créé un bootcamp, une formation gratuite. 7 jours, un email par jour, 5 minutes de lecture maximum. À la fin des 7 jours, vous saurez faire 3 choses. Premièrement, appliquer le test vrai à n'importe quel test d'investissement avant de modifier votre stratégie. Deuxièmement, définir votre allocation or selon votre profil de risque. Troisièmement, identifier quand un arbitrage d'actifs est structurellement piégé. J'investis mon propre argent selon ces principes depuis 1994. Ils ont traversé 5 crashs majeurs. C'est gratuit, le lien est en description. Et si vous voulez aller plus loin et apprendre à choisir un ETF thématique, que ce soit un ETF émergent ou métaux précieux, je vous partage ma méthodologie SCORE dans la vidéo qui s'affiche.